Bienvenue dans F à la Une, votre magazine hebdomadaire, l'émission qui fait bouger les lignes en République démocratique du Congo avec les femmes d'ici et d'ailleurs. Nous recevons aujourd'hui une femme aux multiples facettes. Elle nourrit l'esprit par son engagement social et le corps par sa rigueur entrepreneuriale. Elle dirige d'une main de fer les restaurants Niams sur la colline inspirée de Kinshasa, tout en présidant l'ONG AOLI. Nous recevons aujourd'hui Madame Émilie Tebangikwa Siango. Bienvenue. Bienvenue, attention. En forme? Bonjour madame. Bonjour. En forme? Oui. En forme. Son parcours d'ingénieur chimiste industriel en option biochimie agroalimentaire lui donne une proximité avec la jeunesse et les réalités de terrain. Avec vous, Madame Émilie Tebangikwa Siango, nous allons parler de la sécurité sanitaire des aliments. Bienvenue à vous. Merci Madame Arlette de m'avoir invitée aujourd'hui. Merci. Ecopolis vous reçoit et nous commençons par la première question. Qu'est-ce que nous devrions savoir de votre parcours? Qui est Émilie Tebangikwa Siango? Émilie, c'est une fille du Congo. J'ai grandi ici. J'ai fait l'école primaire chez les sœurs à Bandal Sinkin et aussi une partie de l'école secondaire. Après cela, j'ai fait un parcours dans la province orientale, à Isiro, où j'ai fait 2 années de l'école secondaire et je suis revenue terminer à l'Institut Salongo de Bandal. Et après ça, je suis partie en Belgique. C'est là que j'ai fait mes études supérieures et que j'ai fait ma vie active d'ingénieur chimiste avec l'option agroalimentaire, mais j'ai une autre casquette qui est manager en santé, sécurité, hygiène et environnement. Vous vivez donc en Belgique. Qu'est-ce qui nous vaut cette primeur? Qu'est-ce qui nous vaut ce bénéfice-là de mériter de votre expertise? Pourquoi vous avez quitté la Belgique? Pourquoi vous avez choisi de venir investir en République démocratique du Congo? Ça va de soi. Je suis une fille du pays et on ne peut pas avancer sans regarder d'où on vient. Le fait de m'être réalisé en Belgique n'a jamais enlevé cette envie de venir apporter l'expérience acquise là-bas, ici. Et surtout d'apporter quelque chose à notre jeunesse. J'ai trouvé ça triste de quitter ce monde sans transférer l'expérience ou l'expertise vécue. Donc, ça valait du soi, c'est tout naturel que je puisse, à un moment donné de la vie, se dire, c'est maintenant peut-être que là-bas, on a besoin de nous, de la diaspora, et voilà. Donc, voilà, parlez-nous un peu, vous êtes présidente de l'ONG AOLI, l'ONGD AOLI. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Que signifie d'abord AOLI et pourquoi, c'est quoi le bien fondé de cette ONG? L'ONGD AOLI, c'est une organisation non gouvernementale de développement. AOLI, c'est simplement une contraction des prénoms de mes enfants. C'était un clin d'œil en disant on veut faire quelque chose pour l'avenir du pays et donc on intègre la jeunesse, même s'ils ne sont pas sur place, mais qui s'imprègnent déjà de problématiques de notre pays d'origine. La création de l'ONGD AOLI, notre mission en fait qu'on s'est donnée, c'est de promouvoir la sécurité sanitaire des aliments. Comment est venue cette idée? C'était en observant comment sont traités les aliments dans notre pays. Les aliments ne sont pas traités comme ils devraient l'être. On ne prend pas soin des aliments. Or, les aliments, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Les aliments, c'est le carburant de la vie. Donc, si vous
vous vous alimentez avec des aliments qui sont pas dans un état convenable, vous risquez de tomber malade. Et nos enfants qui doivent grandir, on doit les nourrir pour qu'ils puissent grandir. Il faut que les aliments puissent être de bonne qualité. C'est une problématique de la santé publique. Nous devons vraiment le prendre des bras le corps pour l'emmener à améliorer cette problématique qui touche la santé de tout le monde. Dans les années 70, quand moi j'étais jeune, on n'entendait pas parler de la fièvre typhoïde. Or, aujourd'hui, typhoïde est rentré dans les mœurs comme quelque chose de fatal, que c'est normal d'avoir la maladie. Chaque fois que vous avez le malaria, ça va avec typhoïde. Or, ce n'est pas une fatalité. Et nous pouvons essayer de l'éradiquer que en faisant attention à nos aliments que nous mangeons et à comment nous les présentons, comment nous les transportons. La problématique touche toute la chaîne de production des aliments. Ça commence par les cultivateurs jusqu'au consommateur final. Comment on transporte les aliments de la cueillette, les transports, le stockage et la vente sur les marchés et tout ça. Donc, il y a un travail énorme à faire. Et on s'est dit, pourquoi pas aller aider dans ces domaines-là. Justement, vous avez quitté la Belgique pour venir investir dans votre pays, la République démocratique du Congo, pour exploiter un domaine précis. On doit l'avoir tâté un tout petit peu. Combien de temps ça vous a pris de venir pour voir un peu le terrain et évaluer un peu comment investir au pays? Disons que à partir du moment où l'envie d'agir ici commence à devenir oppressant, j'ai décidé de prendre, comment on appelle ça, de faire une mise en disponibilité là où je travaille pour venir sur le terrain, m'imprégner un peu des choses pour pouvoir trouver la voie où je pourrais être utile et efficace. Donc, j'ai pris 2 ans et demi. Je suis venue ici, j'ai trouvé du travail ici, j'ai commencé en bas de l'échelle. J'ai accepté cela parce que c'était mon pays, parce que je voulais voir où je pouvais aider, être utile. Donc, il fallait que je puisse me rendre compte moi-même sur le terrain comment on travaille, quelles sont les mentalités, comment les gens réfléchissent, où en sommes-nous? Parce que là, ce que je vous raconte là, c'est 25 ou 30 ans après. Donc, vous n'avez plus de repères. Il faut venir vous faire la main sur le terrain pour pouvoir trouver une bonne voie où vous pourrez faire quelque chose. Donc, ces 2 ans et demi m'ont permis de faire ces choix, de créer l'ONG, et parce que c'est par là, par l'agroalimentaire, l'agro-industrie, où je peux être utile à mon pays. Est-ce que cela a été facile pour vous? Parce que, dit-on, tout engagement suppose un renoncement. C'est à quoi que vous avez renoncé? J'ai renoncé à ma vie de famille, ma vie de femme, ma vie de mère. J'ai laissé tout le monde et je suis venue ici toute seule. Donc, ça n'a pas été facile. Et à cela, vous rajoutez comment dirais-je, les packages, la rémunération n'a pas suivi. Là-bas, je travaille quand même comme ingénieur. Et j'arrive ici, je commence en bas de l'échelle, je touche 20 fois moins. Donc, il faut vraiment aimer son pays pour pouvoir faire ces sacrifices-là. Voilà, vous parlez de l'ONG AOLI. Est-ce que parlez-nous un peu des projets? C'est quoi le fondement de cette ONG? Combien de structures, combien de projets regorge AOLI et pour ouvrir aujourd'hui le restaurant Niams? Est-ce que les restaurants Niams s'est un peu écarté de la vision de AOLI ou bien cela n'est qu'une continuité? Tout à fait. Les restaurants collectifs Niams, qui se trouvent à l'Unikin, est une continuité. C'est un bras actif de l'ONG de AOLI. Quand nous avons décidé de promouvoir la sécurité sanitaire des aliments en RDC, parce que nous avons choisi une ONG pour
nous savons que une ONG, c'est un outil de changement qui est profond. Et donc, en choisissant une ASBL pour pouvoir promouvoir la sécurité sanitaire des aliments, nous avons été butés au manque de financement pour pouvoir descendre sur le terrain et mettre en application les programmes que nous avons élaborés dans cette ONGD. Du coup, il a fallu trouver un moyen pour quand même déjà commencer à occuper les terrains et à appliquer notre mission de l'ONGD AOLI. C'est par là que nous avons créé la société commerciale Power of Change, qui porte le projet de restauration des collectivités NIAMS. Sa particularité, c'est quoi? C'est que non seulement les restaurants collectifs ce sont des restaurants à objet social. Donc, nous préparons en masse pour une collectivité donnée, en l'occurrence ici l'Unikil, mais à des prix très, très abordables. Donc, ce n'est pas de la restauration classique. Nous faisons de la restauration des collectivités. Et nous mettons un point d'honneur au respect de l'hygiène et de toutes les normes du secteur agroalimentaire. Et bien sûr, nous faisons également attention à l'environnement. D'ailleurs, dans notre restaurant, nous ne vendons pas de l'eau en bouteille en matière plastique. Pourquoi? Pour justement ne pas avoir à gérer des bouteilles plastiques. Parce que si vous avez une grosse quantité tous les jours, à un certain moment, on sera débordé, on n'arrivera plus à gérer. Donc, nous avons mis en place un système où l'eau est gratuite. Les étudiants chez nous ne payent pas l'eau. Nous avons des fontaines avec de l'eau qui est filtrée et nous proposons ces services gratuitement. Nous mettons un point d'honneur au respect de l'hygiène pour que les consommateurs finaux n'aient pas à se plaindre « j'ai mangé chez Niams et j'ai mal au ventre ». Donc, c'est déjà un terrain d'action de l'ONGD AOLI. Avant de continuer, avant de prendre plutôt l'inauguration des restaurants NIAMS, des restaurants collectifs NIAMS, nous voulons quand même savoir, c'est quoi, pourquoi NIAMS? Qu'est-ce que cela signifie? NIAMS ne veut rien dire de particulier en fait. C'est un nom qui m'est venu, j'avais regardé une fois un film et qui fait référence aussi à manger et miam miam, NIAMS. J'ai trouvé ça mignon et ça n'a pas une appellation ou une connotation de quelque chose là derrière. Et ça fait déjà combien d'années ou combien de temps que les restaurants collectifs NIAMS existent? Les restos collectifs NIAMS existent depuis juillet 2024. Voilà, avec vous, avant de continuer, nous allons suivre l'inauguration plutôt des restaurants collectifs NIAMS sur le site universitaire, sur l'université de Kinshasa. Madame Émilie est parmi les personnes tenaces. Je pèse bien mes mots parce que c'est depuis pratiquement 6 mois qu'elle est à nous tous pour que ce jour ait réellement lieu. Nous pensons que c'est un aboutissement, madame, mais je vais toucher ça. Vous nous avez promis des mesures hygiéniques suivies à la loupe. Nous insistons souvent là-dessus. Vous nous avez prévenu également que le prix sera abordable parce que nous sommes dans un milieu universitaire à majorité constituée d'étudiants. Là également, nous sommes tout à fait fiers et vous promettons notre collaboration. Nos étudiantes, nos étudiants également apprendront de cet espace aussi quelques aptitudes d'entrepreneuriat. Nous avons eu en Europe la plonge, etc. C'est l'affaire généralement des étudiants. Vous venez de Belgique où vous et moi on s'est rencontrés. Donc nous vous félicitons vraiment parce que je vois déjà elles arborent toutes un sourire extraordinaire et elles ont une caractéristique, elles sont toutes merveilleusement belles. Est-ce qu'on peut vous applaudir?
Voilà, je ne vous tiendrai pas longtemps en haleine. En ce moment, midi étant passé, les choses sérieuses doivent commencer. Donc, je vais m'arrêter là en souhaitant à chacun et à tous la bienvenue sur le site hospitalier de l'Unikin Solutions. Je vous remercie. Puisse regarder autour d'elle et se rendre compte que le pays est à construire, le pays est à bâtir. Ils n'ont toujours pas besoin d'aller à l'extérieur pour construire leur avenir. L'entrepreneuriat chez nous, vous pouvez trouver votre voie et bien mener votre vie ici, plutôt que de prendre le risque de prendre les bateaux et d'aller échouer quelque part aux frontières marocaines ou espagnoles. Donc, c'est dans tout cet état d'esprit, passer un message à la jeunesse, transmettre des valeurs, transmettre les connaissances. C'est ça qui m'a animé pour qu'aujourd'hui, ces projets puissent voir le jour. Je n'aime pas trop parler, je suis plus une femme de terrain, une femme d'action. J'aimerais avancer, vous allez me voir à l'œuvre et mon souhait est que vraiment les étudiants puissent trouver un cadre convenable, hygiénique, où ils pourront manger sainement et s'épanouir sur les sites universitaires. Merci à vous tous de vous être déplacés. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée et que Dieu bénisse le Congo. Dieu bénisse les enfants du Congo qui ont des projets aussi ambitieux, parce que vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'il y a derrière. Pendant ces 3 années, le travail abattu pour arriver aujourd'hui à ça. Il a fallu travailler d'arrache-pied avec une équipe, avec des gens qui ont cru à moi pour qu'on arrive aujourd'hui à ça. Et merci à toute mon équipe. Merci à ceux qui ont cru à moi sans concession et qui me soutiennent depuis le début. Merci à vous tous. Voilà, c'était là l'inauguration des restaurants Niams qui se retrouvent au Home 80 et 150 sur la colline Inspirée. Dites-nous, vous aviez demandé qu'on vous prenne à l'œuvre, qu'on essaie de vous voir à l'œuvre. Bientôt 2 ans déjà que Niams, que les restaurants collectifs Niams existent. Quel est le bilan que vous faites de cette implantation? Le bilan est, je dirais, satisfaisant, dans le sens où les étudiants commencent à prendre place, à pouvoir profiter de cet espace. Néanmoins, il nous reste encore des difficultés majeures qui empêchent beaucoup d'étudiants de venir profiter de ces cadres qui a été créé pour eux. Et c'est ça qui nous peine un peu. Vous savez, l'Unikin, c'est 42 000 étudiants. Et à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore atteint notre objectif qui est de servir au moins 3 000 repas par jour. La difficulté majeure, c'est l'accessibilité des étudiants pour venir au restaurant. Les auditoires se trouvent tout autour du rectorat, à 10 à 15, 20 minutes à pied pour arriver au restaurant. Quand il fait chaud et quand on n'a qu'1 heure de pause, c'est très difficile pour eux de descendre à pied et de remonter. Ils disent que tout ce qu'ils ont mangé, ils vont le dépenser en remontant. Ils perdent de l'énergie. Ils perdent de l'énergie. Donc, nous sommes en train de voir comment répondre à cette problématique pour pouvoir voir en tout cas beaucoup plus d'étudiants venir, parce que le resto collectif, c'est préparé pour la masse, un grand nombre. Or, ces nombres, nous n'avons pas encore atteint. Mais nous ne sommes pas découragés parce que nous savons que nous allons y arriver et nous mettons les moyens en œuvre et nous faisons aussi appel à des lettres pour pouvoir répondre aux difficultés que nous avons. Et en implantant les restaurants Niams, collectifs Niams, sur le site universitaire Unikin, qui est le premier site que vous avez choisi, est-ce que vous comptez aussi vous étendre dans d'autres sites universitaires? Tout à fait. C'est ça notre vision. C'est devenir leader dans ces marchés.
parce que nous portons ces projets à bras le corps. Vous venez de voir, ça fait 3 ans qu'on travaillait sans relâche. Et aujourd'hui, nous avons concrétisé là, mais nous ne comptons pas nous arrêter là. Parce que nous avons une vision, nous avons une mission qui est le respect de l'hygiène. Et nous aimerions que cet état d'esprit, nous recherchons l'excellence, que nous arrivions à les implémenter dans toutes les universités du pays et en plus dans les écoles. Parce que la restauration collective, elle est universitaire quand vous touchez les étudiants de l'université. Elle devient cantine scolaire quand vous êtes au niveau des écoles. Tout comme elle devient hospitalière quand vous allez au niveau des hôpitaux. Il y a un travail à faire là-dedans parce que tout le monde, quand il va dans son lieu de travail ou d'apprentissage, a besoin de se nourrir à un moment donné de la journée avant de rentrer chez soi. Donc, c'est important que cette offre, non seulement soit accessible à tous, à la majorité des collectivités. Je fais allusion aussi aux entreprises publiques, qu'on puisse offrir ces services-là. Ça serait normal. Donc, nous avons déjà l'expertise, puisque nous l'avons démontré, et nous avons cette vision d'aller plus loin, d'implémenter notre modèle dans les autres universités et dans les écoles. Et d'où proviennent justement les finances? Est-ce que vous êtes financé ou bien ce sont vos ressources personnelles? C'est quoi votre secret? À l'heure actuelle, ce sont nos ressources personnelles. Nous ne sommes pas financés, nous ne sommes pas aidés. C'est par amour du pays, c'est par envie de faire quelque chose pour les nôtres, de créer des emplois, d'améliorer les sociales des étudiants. Parce que étudier, c'est une chose, mais s'alimenter pendant l'apprentissage, être dans les bonnes conditions pour mieux capter et recevoir les enseignements est tout aussi indispensable que l'enseignement qu'ils reçoivent. Et c'est ça qui fera l'épanouissement du capital humain de notre jeunesse. Donc, cette mission que nous nous sommes donnée, il a fallu que nous puissions les concrétiser par nos propres efforts. Parce que quand vous parlez simplement, vous avez un projet, vous allez dans les banques ou dans les institutions en disant « j'ai un projet, j'ai un projet, j'ai un projet », il se passera rien. Donc le mieux, c'est de démontrer ce que vous êtes capable de faire et que peut-être par la suite, ils viendront vous aider, vous soutenir parce qu'ils voient que les objectifs que nous avons correspondent avec les attentes aussi du gouvernement. Et nous sommes déjà là, nous nous battons tout seuls avec nos propres moyens pour démontrer qu'avec peu de moyens, une volonté et de la passion, on peut réaliser des grandes choses. Et c'est ce que j'ai fait. Au-delà des règles d'hygiène, quel est le menu des restaurants Niams? Est-ce que vous tenez compte de la cuisine congolaise ou étrangère? C'est quoi votre sélection? Vous partez d'où? De quoi en fait pour offrir à manger aux étudiants? Nous avons 2 sites. Nous avons le Home 80 et le Home 150. Donc, il faut savoir que nous avons une cuisine centrale. Donc, tout est cuisiné dans la cuisine centrale et puis nous servons dans les 2 restaurants, le 80 et le 150. Dans le Home 80, là, c'est des plats traditionnels. Ça, c'est venu naturellement. Disons plat traditionnel, comme on dirait le malewa. Non. Malewa, c'est une façon de faire. Ouais. C'est pas les plats. Donc, ici, on fait du riz et du pondu, des madesu. Mais justement, c'est ça le malewa. Moi, je n'aime pas cette connotation parce que les malewa, c'est pas le plat. Oui. Les malewa, c'est la personne qui travaille dans une condition donnée pour cuisiner. Donc, nous faisons les plats traditionnels, le pondu, le madesu, les poissons, la viande.
Ça, c'est au 80. Mais dans le Home 50, et ça 50, pardon, les étudiants sont demandeurs d'autres choses, des mets venus d'ailleurs, qui sont déjà adoptés. Et donc, nous faisons les shawarma, les tacos, des frites avec des choses grillées et tout, comme ils aimeraient aller manger. Mais notre particularité, c'est que nous les faisons à un prix tellement abordable pour tous que, voilà, ils sont ravis. Les étudiants sont satisfaits de vos services. Est-ce que vous avez un retour par rapport aux services rendus? Oui, je pense qu'on a un retour, hein. Personnellement, quand je suis là, ils sont contents de me voir. Quand ils me voient, ils me disent « Ah, madame, vous êtes là, on est content de vous revoir et tout. » Et j'ai reçu des questions. On me demande « Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi tout ça? Pourquoi un cadre aussi propre avec tout ce que vous offrez ?» Bah, pour l'amour du pays que je fais ça. Et pour vous, parce que vous êtes les cadres de demain. C'est pour vous montrer que vous pouvez partir de nulle part. Si vous avez la volonté, si vous avez la passion, vous pouvez réaliser votre rêve. Et une chose qu'ils me disent souvent, c'est on a déjà appris quelque chose de vous, c'est l'humilité. Quand on arrive ici, on ne sait pas qui est la patronne. Vous mettez la main à la pâte, vous êtes là, ça nous touche. Donc pour moi, c'est que du bonheur. Est-ce que on ne peut compter que sur le repas de midi où vous avez tout un menu qui prend en compte toute la journée? Donc, je parle du petit déjeuner et puis du repas de midi et puis le dîner. Oui, non, nous avons la capacité de servir à partir du petit déjeuner jusqu'au repas consistant du midi ou du soir. Toute cette possibilité existe. D'ailleurs, nous tendons vers une formule d'abonnement pour faciliter les choses aux étudiants, qui puissent, et aux parents aussi, qui puissent déjà anticiper pour savoir que bon, mon enfant va manger pendant un mois, on paye déjà, et l'enfant ne vient que manger. Et cet abonnement est souple, puisque l'enfant choisit, l'étudiant choisit de manger un repas, rien que le petit déjeuner, ou le repas de midi, ou le repas de soir, ou les 3 repas de la journée. Donc, nous avons proposé cette formule pour les aider à mieux s'organiser, ne plus avoir les soucis. C'est que quand j'y vais, je peux manger ce que je veux et à l'heure où je veux. Et nous sommes là pour les aider à être disponibles pour étudier. Et ça marche? Ce n'est pas encore vraiment lancé. Nous avons commencé la procédure. On n'a pas encore été jusqu'au bout, parce que nous attendons de résoudre la problématique de l'accessibilité. Parce que vous pouvez payer, mais si vous avez du mal à venir manger, on est toujours bloqué là. Donc, oui, on va les mettre ensemble pour vraiment lancer la formule. Là, vous êtes sur le site universitaire, vous offrez des repas aux étudiants. Les mêmes étudiants ont aussi quelques problèmes d'embauche ou ils ont peut-être besoin d'un petit rien. Est-ce que vous embauchez aussi des étudiants pour la plonge ou pour un autre service? Tout à fait. Nous utilisons des étudiants pour la salle, pour la plonge. Oui, oui, nous travaillons avec les étudiants. Et ça vous fait quoi de voir Niams grandir? C'est une satisfaction inouïe, hein, d'avoir réalisé un projet, parce que pendant 3 ans, tu travailles dans ton bureau, dans ton coin, tu ne sais pas quel résultat ça va donner, in fine. Donc, le voir aujourd'hui sorti des terres et voir ces étudiants épanouis dans ces cadres-là, c'est déjà une satisfaction, même si notre objectif n'est pas encore atteint, mais ça nous booste, ça nous convainc que nous sommes, ce que nous faisons est utile et complémentaire à l'enseignement qui vient de suivre là. Donc, c'est une satisfaction que je ne sais pas décrire. Cuisine communautaire, cuisine collective et des cantines scolaires, c'est la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que
vous avez déjà eu ce flair ou cette idée d'approcher les instances du pays pour demander une certaine subvention? Oui, nous l'avons fait avant l'ouverture. Nous n'avons pas eu de succès. En tout cas, nous n'avons pas eu de feedback positifs. Donc, nous nous sommes décidés de nous lancer tout seuls comme ça. Tout en continuant ou... Quand nous nous sommes lancés, ça demande de l'énergie. Entre la théorie et la pratique, quand un projet se concrétise, il y a beaucoup de choses à rectifier, à corriger. Ça prend énormément de temps et de l'énergie. Donc, à un certain moment, on l'a pas fait. Mais là, maintenant, nous revenons vers les institutions parce que nous savons que c'est une préoccupation du chef de l'État. Il aimerait que les cantines scolaires puissent voir les jours, que les cantines universitaires puissent voir les jours. Et Power of Change a déjà réalisé cela. Avec ses propres moyens, il a démontré qu'il peut le faire. Et on l'a fait. Donc, nous demandons au chef de l'État, nous existons déjà. Nous pouvons l'aider dans un laps de temps court à concrétiser cela, puisque nous sommes déjà là. Les projets pilotes, nous l'avons déjà fait. Et nous avons même une cartographie des écoles qui sont situées tout autour de l'Inikin. Et nous avons fait cette étude en 2020 pour voir comment est-ce que nous pouvons aller implanter des cantines scolaires dans ces écoles-là. Est-ce qu'ils ont les infrastructures nécessaires? Est-ce qu'il y a l'eau, l'électricité, l'accessibilité? Est-ce qu'ils ont des locaux? Nous avons toute cette étude-là et nous savons déjà comment il faut s'y prendre pour aller implanter les cantines scolaires dans ces différentes écoles. Donc, il y a déjà un travail énorme qui a été accompli. Et nous ne demandons qu'à soutenir le chef de l'État pour pouvoir l'implémenter dans les universités et dans les écoles. Quid alors des concurrents de Niams sur le site universitaire, à l'Unikin précisément? Il y a d'autres restaurants aussi. C'est vrai que vous, c'est le collectif, mais comment ça se passe entre vous? Est-ce que il y a quand même compétition ou est-ce que vous êtes regroupés dans une certaine synergie ou comment ça se passe? Nous ne sommes pas regroupés. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est récent. Donc, c'est après les Jeux de francophonie que l'Unikin s'est ouvert et a voulu sous-traiter ces aspects par des privés que nous sommes. Mais maintenant, chacun a sa vision. Notre vision, c'est la restauration des collectivités. C'est la restauration des masses. Donc, nous sommes différents des autres parce que nous faisons une activité à vocation sociale. Chez nous, avec 2500, vous avez du riz et les haricots. Nous vendons une boisson sucrée à 2000 pendant que les autres sont à 3500. Parce que nous voyons pas d'abord le gain. Nous voyons l'utilité des services que nous rendons à la communauté, à cette communauté qui est chère au pays. Bien sûr, tout travail mérite salaire parce que nous avons des charges. Il faudrait que nous arrivions à rentrer dans nos frais. Et ça, nous espérons, avec le volume, en atteignant nos objectifs, nous y arriverons. Du coup, nous sommes ensemble, mais nous n'avons pas la même vision. Mais nous ne sommes pas en compétition. 42 000 étudiants, même Niams tout seul ne saura pas les absorber. Donc, pour nous, il y a la place pour tout le monde, mais que chacun puisse faire les choses telles qu'il a pensé le faire. Nous, notre vision, c'est restauration des collectivités, restauration des masses à des prix très, très abordables. Est-ce que c'est ouvert aussi pour les populations riveraines qui peuvent quitter la cité ou les quartiers environnants pour venir acheter de la nourriture chez Niams? Est-ce que cela arrive? Cela arrive. C'est pas encore, on n'a pas beaucoup de monde par rapport à ça, mais ça arrive, qui viennent prendre à emporter. Mais nous ne devons pas nous écarter d'abord de notre mission première qui est de nourrir les étudiants.
Ce n'est que quand cette mission est accomplie, s'il y a des surplus, que nous pouvons faire des take-away pour les gens de l'extérieur. Oui, mais vous n'allez pas refuser à un client qui sort, qui vient sur le site universitaire et qui aimerait acheter une bonne quantité. Non, on ne refusera pas. Mais aujourd'hui, cette possibilité est là parce que nous ne recevons pas encore les nombres que nous espérons. Je suis convaincue, quand nous atteindrons ces nombres-là, il nous serait très difficile de pouvoir encore servir à côté. Parce que je ne sais pas si vous imaginez servir 3000 repas par jour, la machine qui est derrière ça. Et la capacité actuelle que nous avons, nous pouvons servir 1000 étudiants avec la capacité actuelle. Donc pour passer déjà à 3000 étudiants, il va falloir que nous augmentions notre logistique. Donc à ce moment-là, on y va étape par étape. Mais qu'est-ce qui manque au-delà de problèmes de proximité? Vous dites que les étudiants se plaignent du lieu. Hein, c'est pas très accessible. Au-delà de tout ça, comment est-ce que vous comptez atteindre les 3000 repas par jour? C'est d'abord résoudre le problème de mobilité des étudiants. Ça, je pense qu'on ne pourra pas y échapper. Il faut mettre à disposition des étudiants un moyen de déplacement qui les amène au resto, qui les ramène vers les auditoires. Ça s'est fait sous d'autres cieux. Ici aussi, on peut leur faciliter cette tâche-là, moyennant un coût réduit des transports. Ça, c'est première chose. Parce qu'il faut d'abord qu'ils viennent nombreux pour pouvoir soutenir le projet. Mais il n'y a pas que eux. Eux, s'ils viennent nombreux, les étudiants viennent nombreux, nous, après, on est limité par rapport aux infrastructures qu'on a. Donc, la difficulté, c'est aussi financière dans le sens où nous devons nous préparer à pouvoir absorber cette masse qui peut arriver. Si nous n'avons que 5% des 42 000 étudiants qui sont là, c'est une masse énorme. Et ça demande de multiplier les équipes, de multiplier les outils de travail et tout ça pour pouvoir assumer. Donc, nous avons une difficulté financière pour pouvoir étendre notre infrastructure. Et pour l'instant aussi, la société n'a pas encore de moyens de déplacement. Nous n'avons pas un parc automobile. Nous nous organisons avec ce qui existe, mais c'est très difficile pour nous pouvoir respecter l'hygiène des achats jusqu'à la production. Il nous faudrait avoir un parc automobile à nous où nous pourrons tout contrôler. Donc, est-ce qu'on peut garantir que Niams, nous tendons vers la fin de cette émission, est-ce qu'on peut garantir que les restaurants collectifs Niams offrent aux étudiants des aliments bio, comme on le dirait, vraiment bien préparés, bien récoltés, et est-ce qu'on peut compter sur ça? Je pense qu'on peut compter sur ça. On n'a pas encore atteint les niveaux que moi j'aimerais, parce que moi je recherche l'excellence. N'empêche, au niveau où nous en sommes, d'ailleurs nous cultivons nos légumes. Nous avons commencé à cultiver nos légumes pour contrôler justement ce que nous apportons au sol pour pouvoir avoir ces légumes-là. Pour qu'ils soient bio, il faut pas utiliser des produits chimiques. Donc, dans le temps, nous allons arriver à produire nos légumes nous-mêmes. Mais maintenant, par rapport à tout ce qui est viande, poisson et tout ça, pour l'instant, nous nous alimentons chez les fournisseurs qui existent. Il n'y a pas assez de production locale pour couvrir les besoins de la population. Ça, il faut le savoir. Donc, la vision, ce serait demain, vous avez un poulailler quelque part où vous pouvez avoir ça, mais nous devons aller chercher éventuellement pour avoir bio à la production de l'antillé, mais pour pouvoir l'acheminer en respectant la chaîne du froid, il nous faut un véhicule. Et donc, il y a toutes ces difficultés-là que nous sommes en train de nous battre pour arriver à les résoudre et atteindre les tops des tops dans le respect des normes et principes d'hygiène du secteur.
Voilà encore un marché et que diriez-vous à toutes ces femmes qui aimeraient bien entreprendre mais qui hésitent encore, qui aimeraient bien ouvrir aussi un restaurant ou qui voudraient emboîter vos pas? Quel conseil vous donnerez à toutes ces femmes? Je dirais d'abord, peu importe les milieux dans lesquels vous venez, que vous soyez pas né avec une cuillère dans la bouche, vous pouvez arriver à réaliser votre rêve. Ce qu'il vous faut, c'est la détermination, la volonté et surtout le sérieux dans le travail, dans ce que vous voulez faire. Quand vous voulez faire quelque chose, il faut aller au fond des choses. Il ne faut pas être superficiel. Il faut le faire vraiment avec vos tripes. Et quand vous êtes déterminé comme ça, vous arriverez à atteindre votre objectif. Au pays, tout est à faire. Chacun peut trouver là où il peut le faire le mieux pour son pays. Donc, il faut seulement regarder autour de soi et avoir cette dose de volonté, détermination et le sérieux dans le travail. Vous pourriez avancer. Voilà, et comment commenteriez-vous ce qu'on dit « nous sommes ce que nous mangeons » ? Oui, au début, j'ai dit manger, c'est la vie. Les aliments, c'est les médicaments de la vie. Les aliments, c'est les carburants de la vie. Si vous mangez mal, votre santé en pâtit. Et face aux aliments, nous sommes tous égaux. Si nous mangeons mal, eh ben, nous avons plein de problèmes, de typhoïde, diarrhée, machin, choses. Vous vous alimentez mieux, vous faites attention à ce que vous achetez, comment vous les nettoyez, comment vous les cuisinez, vous serez en bonne santé. Vous ne serez pas en train d'avoir le typhoïde tous les 3 mois. Donc, nous sommes ce que nous mangeons. Ça veut dire que faisons attention à ce que nous mangeons parce que notre santé en dépend. Qui que vous soyez, c'est ce qu'il y a dans ton assiette qui détermine ta santé, que tu le veuilles ou pas. Donc, l'hygiène dont on aimerait faire respecter à travers l'ONG, elle englobe tellement les choses qui aident, les éléments qui aident à ce que les gens puissent changer leur façon de voir les aliments, de les traiter. Parce que les aliments, c'est les médicaments de la vie, c'est les carburants de la vie. On doit bien les traiter, on ne doit pas les mettre à même les sols à côté de la boue, à côté d'un caniveau, à côté d'un enfant qui fait ses besoins. Non. Donc, prenons conscience que si nous nous aimons, nous devons faire attention à ce que nous mangeons et c'est vital, c'est capital. Nous devons nous en occuper comme il faudrait. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier, Madame Émilie Tebangui-Kwasiango, d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Je rappelle que vous êtes ingénieur chimiste industriel avec spécialité en biochimie agroalimentaire. Avec vous, nous avons parlé de la sécurité sanitaire des aliments. Je rappelle que vous êtes responsable des restaurants collectifs Miams sur la colline Inspirée et vous êtes aussi présidente de l'ONGD Aoli. C'est bien ça. Voilà, Madame Émilie, nous pensons vous revoir très bientôt. Fidèles téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce magazine, votre magazine F à la Une. On se retrouve très vite pour de nouveaux numéros, toujours sur Ecopolis Télévision.